Mon témoin a couché avec ma fiancée, la veille de notre mariage. Elle n'a jamais été à toi, a-t-il souri en me montrant les messages. J'ai simplement hoché la tête, puis j'ai pris ma revanche. Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo du jour, j'ai besoin de votre aide. Nous avons remarqué que la chaîne perd un peu d'élan, et s'abonner est l'un des meilleurs moyens de nous soutenir. C'est rapide, gratuit, et cela nous aide à continuer de vous proposer du contenu génial. Votre soutien compte énormément. Continuons de faire grandir cette chaîne ensemble. Merci beaucoup, maintenant lançons la vidéo. Moi, 32 ans, homme, j'ai besoin de sortir cette histoire de ma poitrine, car elle me ronge depuis des mois. Ce qui a commencé comme la pire nuit de ma vie s'est transformé en la revanche la plus satisfaisante que j'ai jamais vue. Je parle de destruction de vie totale, carrière ruinée, peine de prison, famille brisée, tout le paquet. Quelques éléments de contexte à mon sujet, je suis chef de projet pour une grande entreprise de construction dans le Midwest. J'ai commencé comme superviseur de chantier il y a 10 ans, je gagnais 42 000 $. J'ai travaillé comme un fou, passé mes certifications, et aujourd'hui je gagne environ 145 000 $ en gérant des constructions commerciales. Je ne suis pas riche, mais suffisamment à l'aise pour posséder une belle maison, conduire un bon pick-up, et me permettre le genre de mariage dont la plupart rêvent. Ma fiancée, Riley, 27 ans, était, eh bien, elle était superbe. Je parle d'une beauté de niveau mannequin, blonde, mince, toujours habillée comme si elle allait à un shooting photo. Nous nous sommes rencontrés grâce à mon meilleur ami John, 34 ans, lors d'un barbecue d'entreprise il y a environ 3 ans. John travaille comme représentant commercial senior chez Patterson Industrial Supply. Ils fournissent des matériaux pour des projets de construction. Il gagne bien sa vie, probablement autour de 95 000 $, mais rien d'extravagant. John et moi, on se connaît depuis le lycée. On jouait au baseball ensemble, on est allés dans des universités différentes, mais on est restés proches. On a tout traversé ensemble depuis 16 ans. Ce type devait être mon témoin. Pour l'amour du ciel, on a surmonté des ruptures, des changements de boulot, des décès dans nos familles. J'étais là quand son père a eu une crise cardiaque, il était là quand j'ai perdu mon boulot pendant le ralentissement du secteur de la construction en 2016. C'était mon frère, ou du moins je le croyais. Riley travaillait comme assistante marketing dans une petite agence, gagnait peut-être 38 000 si elle avait de la chance. Mais cette fille avait des goûts de luxe avec un budget de pauvre, vêtements de créateur, dîners coûteux, week-end à Chicago. Elle entrait dans une pièce et tous les hommes s'arrêtaient pour la regarder. Je ne vais pas mentir, la voir à mon bras me faisait me sentir comme un roi. Elle avait cette façon de te faire sentir comme si tu étais la personne la plus importante au monde quand elle te portait attention. Signe d'alerte numéro 1, elle ne proposait jamais de partager les dépenses. Toujours une excuse, en attente de paix, ou besoin d'économiser pour quelque chose de spécial. Je laissais passer parce que je gagnais bien ma vie et je voulais la traiter comme une reine. Signe d'alerte numéro 2, elle postait constamment sur Instagram des trucs chers, nouveaux sacs à main, bijoux, restaurants chics. Je lui demandais d'où venait l'argent, et elle répondait des trucs du genre, prime au travail, ou économie depuis des mois. Mais d'où une assistante marketing tire-t-elle de l'argent pour des chaussures Louboutin à 800 $? Signe d'alerte numéro 3, elle poussait toujours à aller vers plus cher. Tout a commencé par, allons dîner dans un bon resto, puis c'est devenu, on devrait partir en vacances en Europe, ou bien, j'ai vu une bague incroyable. Mais elle le disait de manière si douce, si aimante, qu'on avait envie de lui offrir le monde. Mais l'amour rend aveugle, pas vrai? Je pensais être l'homme le plus chanceux du monde. On s'est fiancés le dernier soir du Nouvel An, dans un restaurant chic du centre-ville. J'ai dépensé 18 000 $ pour la bague, parce que Riley n'avait pas arrêté de me montrer subtilement des photos d'inspiration pendant des mois. La bague était énorme, 2,5 carats, monture en platine, le tout. Elle a littéralement hurlé quand je me suis mis à genoux, et elle a posté 47 photos dans la première semaine. Les commentaires sous ces publications étaient révélateurs. Avec le recul, beaucoup de « tu le mérites ma belle » ou encore « enfin un homme qui connaît ta valeur ». Comme si elle attendait qu'un homme corresponde à ses standards. Financièrement, l'organisation du mariage était intense. Riley avait des opinions sur tout, et tout coûtait cher. Elle avait recherché chaque détail pendant des mois, avant même qu'on soit fiancés. Le lieu qu'elle voulait coûtait 15 000, rien que pour l'espace, un vieux manoir historique avec des jardins. Le photographe coûtait 8 000, car elle voulait absolument ce type connu sur Instagram. Les fleurs, 4 000, car elle voulait des pivoines importées de je ne sais où.
Le traiteur coûtait 23 000 pour 200 invités, car elle voulait un dîner servi en 5 plats, pas un buffet. Je couvrais environ 85% des coûts, parce que ses parents étaient pratiquement fauchés. Son père travaille en usine, et sa mère est réceptionniste à mi-temps. Mes parents voulaient aider, mais ne pouvaient donner que 5 000, sans se mettre en difficulté financière. Budget total, 73 000 $. Toutes mes économies, plus un petit prêt. Mais je me suis dit que c'était une fois dans une vie. Riley répétait sans cesse, on n'a qu'une chance de faire ça bien, et, je veux que nos invités s'en souviennent pour toujours. Elle organisait ce mariage comme s'il allait être publié dans un magazine. La liste des invités était un cauchemar. Riley insistait pour inviter des gens que je ne connaissais même pas, des collègues de son agence, des amis de fac qu'elle n'avait pas vus depuis des années, des influenceurs Instagram avec qui elle avait soi-disant des liens. Elle voulait que tout soit parfait pour les réseaux sociaux. J'aurais dû voir les signes, mais j'étais concentré sur le fait de la rendre heureuse. John était super enthousiaste à l'idée d'être mon témoin. Il parlait tout le temps de son discours, a aidé à organiser l'enterrement de vie de garçon, et a même proposé de coordonner les costumes des garçons d'honneur. 3 semaines avant le mariage, on a fait un enterrement de vie de garçon d'enfer à Atlantic City, 8 gars en tout, mes potes de fac et quelques collègues. Le frère de John est mon cousin du Texas. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Avec le recul, John a payé la suite Pentouse au Borgata, je parle d'une suite à 4 000 $ la nuit, avec un bar complet, une vue panoramique sur l'océan, tout ce qu'il faut. Quand j'ai essayé de partager les frais avec tout le monde, il m'a repoussé d'un geste et m'a dit qu'il économisait pour quelque chose de spécial et qu'il voulait faire ça pour moi. À l'époque, j'étais touché. En y repensant, je me demande comment un représentant commercial a pu se permettre de claquer 12 000 $ en un week-end, les calculs auraient dû me sauter aux yeux. Pourtant, le week-end était incroyable. On a joué au casino, assisté à des spectacles, dîné dans un steakhouse qui coûtait plus par personne que ce que la plupart des gens dépensent en courses alimentaires sur une semaine. John jetait l'argent par les fenêtres comme s'il avait gagné à la loterie, il payait toutes les additions, offrait des tournées aux inconnus, laissait des pourboires de centaines de dollars aux croupiers et aux serveuses. Mon cousin Dave m'a pris à part samedi soir et m'a dit, « Mec, depuis quand John est riche, il dépense comme un gestionnaire de fonds spéculatifs. » J'ai juste ri et répondu qu'il avait sûrement eu une grosse commission ou une prime. La semaine précédant le mariage était un vrai chaos, derniers essayages, appels de prestataires de dernière minute, la famille arrivait de partout. Riley était stressée mais excitée, courant partout avec cette énergie maniaque que certaines futures mariées ont. Elle se levait à 6 heures du matin pour passer des coups de fil, passait des heures à se faire les ongles et les cheveux, puis rentrait avec encore plus d'achats liés au mariage. Elle a acheté une seconde robe pour la réception, 3 000 $ pour quelque chose qu'elle allait porter 4 heures, de nouvelles chaussures pour les 2 cérémonies, un bijou spécial pour le traditionnel, quelque chose de neuf. Ça ne s'arrêtait jamais. Mais elle était tellement heureuse et excitée que je ne voulais pas être le connard qui se plaint à propos de l'argent. John était constamment là cette semaine-là, aidant à tout installer, faisant des courses, jouant le rôle parfait du témoin. Lui et Riley semblaient très bien s'entendre, ce que je trouvais génial. Ils plaisantaient ensemble, il l'aidait à porter des trucs, elle lui demandait son avis sur des détails du mariage. Je me souviens avoir pensé à quel point j'étais chanceux que mon meilleur ami et ma future femme s'apprécient autant. Jeudi, c'était la répétition à la cathédrale Saint-Marc, suivie d'un dîner chez Romano S, un restaurant italien chic du centre-ville. Environ 50 personnes, la famille proche, les membres du cortège, les amis intimes. Riley était incroyable dans cette robe noire moulante qui coûtait probablement plus cher que le paiement mensuel de la voiture de la plupart des gens. Elle rayonnait, riait, jouait parfaitement le rôle de la future mariée. La répétition s'est bien passée, le père McKenna nous a guidés à travers la cérémonie, tout le monde connaissait son rôle. Riley était pratiquement en train de sautiller d'excitation. Elle n'arrêtait pas de me prendre la main et de chuchoter des choses comme « Je n'arrive pas à croire que demain soit le jour J » et « Ça va être parfait ». John a prononcé un toast pendant le dîner, sur la fraternité et la loyauté, qui a ému la moitié de la salle. Il a parlé de comment il m'avait vu passer de l'adolescent prétentieux que j'étais à un homme digne d'une femme aussi incroyable que Riley, de combien il était honoré de se tenir à mes côtés pour le jour le plus important de ma vie, et que Riley était la femme la plus chanceuse du monde d'épouser un homme aussi bien. Tout le monde était ému, Riley pleurait de joie, ma mère a étreint John et lui a dit qu'il était comme un second fils pour elle, la mère de Riley, qui parle à peine anglais, l'a enlacé et a dit « Gracia » une dizaine de fois. Soirée parfaite, mise en scène parfaite pour un mariage parfait.
Nous sommes tous retournés au grand hôtel vers 22h30. Riley et moi étions dans des chambres séparées, car elle voulait respecter la tradition de ne pas se voir avant le mariage. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Elle a fait tout un numéro en m'embrassant dans le hall et en disant « À demain à l'hôtel, mon mari ». J'étais dans la chambre 847, Riley dans la 851, John dans la 863, un peu plus loin dans le couloir. J'ai passé environ 1 heure à échanger des messages avec Riley, elle m'envoyait des photos de sa robe suspendue, me disait à quel point elle était excitée, combien elle m'aimait. Vers minuit, je lui ai dit de dormir un peu, et que je la verrais dans quelques heures. Vers 2 heures du matin, je n'arrivais pas à dormir, le trac du mariage me rongeait, en plus j'étais déshydraté après le dîner et j'avais besoin d'eau. Le distributeur de boissons était dans le couloir, au-delà de la chambre de John. C'est là que j'ai entendu des voix derrière sa porte, et l'une d'elles était sans aucun doute le rire de Riley. Ce rire particulier, grave et un peu rauque qu'elle fait quand elle flirte, le même rire que j'entendais depuis 3 ans. Mon estomac s'est noué si fort que j'ai cru que j'allais vomir sur place, dans le couloir de l'hôtel. J'aurais dû frapper, j'aurais dû partir, mais au lieu de ça, je suis resté là, comme un putain d'idiot, à écouter tout mon monde s'effondrer. C'était eux, sans aucun doute, aucune ambiguïté. J'entendais clairement la voix de John dire quelque chose comme « Demain c'est la dernière fois qu'on devra faire semblant », et Riley qui gloussait en parlant de ce pauvre Jake qui n'avait aucune idée de ce qui l'attendait après. Puis je l'ai entendu dire « Je n'arrive pas à croire qu'on a réussi, il va signer ses papiers demain, et ensuite on pourra arrêter de faire semblant. » John a ri, et a dit quelque chose que je n'ai pas bien compris, puis la voix de Riley encore, 18 mois de préparation et ça y est enfin. La trahison m'a frappé comme un train lancé à pleine vitesse, mais pas comme je l'aurais imaginé. Pas de rage, pas d'effondrement émotionnel, juste ce calme glacial et calculé qui m'a moi-même un peu effrayé. C'était comme si mon cerveau était passé en mode gestion de projet, analysant la situation, répertoriant les informations, planifiant les étapes suivantes. Je suis retourné dans ma chambre, me suis assis sur le lit et j'ai fixé le mur jusqu'au lever du soleil, mais mon cerveau tournait à plein régime, connectant des points que j'avais été trop aveugle pour voir. À exactement 6 heures du matin, je me suis habillé avec ma chemise et ma cravate de mariage et j'ai descendu le couloir jusqu'à la chambre de John. J'ai frappé une fois, fermement. John a ouvert, en caleçon, les cheveux en bataille, avec ce sourire suffisant sur le visage, comme s'il était fier de ce qu'il avait fait. Je pouvais voir Riley dans le lit derrière lui, le drap tiré jusqu'au cou, l'air d'avoir vu un fantôme. « Oh merde, Jake » balbutia-t-elle, la voix tremblante, « ce n'est pas, on était juste. » John a carrément ri, en me voyant là, debout, en tenue de mariage. « Non, mec, c'est exactement ce que ça a l'air d'être. Et honnêtement, elle est à moi depuis bien plus longtemps qu'elle ne l'a été à toi. » L'arrogance était incroyable. Ce connard se tenait là en caleçon, après avoir baisé ma fiancée, et il s'en vantait. Puis il sort son téléphone et commence à me montrer des captures d'écran, comme s'il en était fier, comme s'il attendait ce moment pour enfoncer encore plus le couteau. Des messages entre lui et Riley, remontant à plus de 18 mois. Pas seulement des sextos, mais des conversations complètes à mon sujet. Comment j'étais pratique financièrement mais ennuyeux à mourir, comment elle ne m'épousait que pour la stabilité et la sécurité tout en prévoyant de continuer à baiser John indéfiniment. Comment ils avaient prévu tout ça depuis quasiment le début de nos fiançailles. Regarde celui-ci, a dit John, en faisant défiler jusqu'à un message de Riley daté de 6 mois auparavant. Jake est tellement aveugle, lol, il pense que m'acheter des trucs chers veut dire que je l'aime vraiment. Après-demain, j'aurai accès à ses comptes bancaires et je pourrai quand même baiser un vrai homme quand j'en ai envie. John avait répondu, le pauvre type paie littéralement 70 000 pour un mariage, juste pour que sa femme le trompe avec son meilleur ami. C'est trop facile. Un autre message de Riley, la bague aurait dû faire au moins 3 carats pour tout ce que je supporte, mais ça ira. Une fois marié, je pourrai la remplacer avec son argent. John, t'inquiète pas bébé, une fois que tu seras Madame Jake Martinez, tu pourras avoir tout ce que tu veux. Il ne soupçonnera jamais rien, il me fait totalement confiance. Riley, mon Dieu, j'ai hâte que la lune de miel soit finie pour qu'on puisse revenir à la normale. 2 semaines à faire semblant d'être heureuse avec lui, ça va être un enfer. Je lisais toute cette merde pendant que Riley, en arrière-plan, livrait une performance digne des Oscars, pleurant de façon théâtrale, disant que les messages étaient sortis de leur contexte et que John l'avait manipulé pour qu'elle dise ces choses. « Jake, mon amour, tu ne comprends pas, sanglotait-elle, John me mettait la pression depuis des mois. J'étais perdu et effrayé. Je n'ai jamais pensé un mot de tout ça. Bien sûr, ma chérie.
18 mois de planification minutieuse pour commettre une fraude conjugale, ce n'était que de la confusion et de la pression. Mais voici le truc qui a probablement sauvé tout mon avenir. Tandis que John se pavanait et que Riley jouait la victime, mon cerveau de chef de projet connectait des points totalement différents. Depuis 8 mois, John dépensait comme s'il avait reçu une énorme promotion. De nouveaux vêtements, il payait toujours l'addition dans les restaurants chics, il parlait d'opportunités d'investissement et de projets secondaires qui n'avaient jamais vraiment de sens. Les représentants commerciaux dans les fournitures industrielles, même les meilleurs, ne roulent généralement pas sur l'or au point de s'offrir des week-ends à 3 000 $ et des suites de fêtes à 4 000. 2 mois plus tôt, il avait laissé des documents de travail chez moi après notre partie de poker hebdomadaire. Des factures clients et des relevés de commission de Patterson Industrial. Comme je suis attentif aux détails, habitué à gérer des budgets de construction où chaque centime compte, j'avais remarqué quelques incohérences bizarres. Des clients facturés pour des matériaux à des prix bien trop élevés par rapport à ce que je savais être le coût réel de ces fournitures. Des paiements de commission qui ne correspondaient pas au taux standard que Patterson applique normalement à son équipe commerciale. J'avais en fait pris des photos de ces documents avec mon téléphone, non pas parce que je soupçonnais un crime, mais parce que mon cerveau enregistre automatiquement les choses qui ne collent pas, c'est une habitude, après des années à repérer les erreurs de facturation et les écarts de devis. Je les avais enregistrés sur mon cloud, puis oubliés. Et là, debout, à regarder John sourire tout en me montrant comment lui et Riley avaient planifié de m'humilier et de me voler depuis plus d'1 an, tout s'est mis en place comme un puzzle. Ce n'était pas juste un ami infidèle, c'était quelqu'un à l'aise avec la tromperie sur le long terme, la manipulation et probablement le vol. Quelqu'un qui vivait au-dessus de ses moyens depuis des mois, tout en aidant ma fiancée à commettre une fraude matrimoniale. Il était temps de rendre l'appareil. Au lieu de péter un plomb, ce qu'ils attendaient probablement tous les deux et qu'ils auraient pu utiliser contre moi plus tard, j'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application caméra. Tu sais quoi John, tu as totalement raison, Riley est à toi maintenant. John se sentait encore sûr de lui, pensant sans doute que j'allais m'effondrer. Putain ouais, bien sûr qu'elle l'est. Elle l'a toujours été en réalité. Toi, tu n'étais qu'un billet de banque sur pattes. Riley secouait frénétiquement la tête pour lui dire de se taire, mais il était trop arrogant pour le remarquer. Tu veux bien répéter ça pour la caméra, ai-je demandé en tenant mon téléphone bien en évidence, avec le point rouge d'enregistrement clairement visible. Et peut-être expliquer à nouveau ces messages pour la postérité? John, étant l'enfoiré arrogant qu'il est, a accepté de jouer le jeu. Il pensait probablement que j'étais juste dramatique et qu'il pourrait retourner la situation plus tard. Bien sûr mon frère. Riley et moi, on baisse depuis plus d'1 an et demi. Elle t'épouse seulement pour ton argent. On s'est bien marré à parler de quel distributeur pathétique tu es. Elle ne peut pas te supporter, mais elle adore ton compte bancaire. Riley hurlait pour qu'il se taise, mais le mal était fait. Je capturais tout en vidéo. Sa confession, ses aveux, son absence de déni, tout ce magnifique désastre. Parle-moi du mariage, ai-je dit en gardant la caméra en marche. Que se passe-t-il après aujourd'hui? John était lancé maintenant, probablement en train de se sentir invincible. Après aujourd'hui, elle devient Madame Jacques Martinez, accède à tout ton argent, et continue de me baiser quand elle veut. Toi, tu te tueras au travail pour financer son style de vie, pendant que c'est moi qui en profiterai vraiment. Une configuration parfaite. Et depuis combien de temps c'était prévu? 18 mois, à peu près. Depuis qu'elle s'est rendue compte que tu étais sérieux au sujet des fiançailles. On s'est dit que la fraude matrimoniale serait plus simple que de l'avoir réellement bossé pour vivre. Riley avait arrêté d'essayer de l'interrompre et s'était juste assise là à pleurer, mais ce n'était pas des larmes de remords, c'était des larmes de frustration, parce que leur plan s'écroulait. Pendant qu'ils se disputaient sur ce qu'il aurait dû ou non dire, j'ai ouvert mon email et commencé à taper un message à David Patterson, le patron de John et propriétaire de Patterson Industrial Supply. Monsieur Patterson, je vous écris pour vous faire part de graves préoccupations concernant les activités commerciales de John Rivera au sein de votre entreprise. J'ai des preuves suggérant qu'il pourrait détourner des fonds à travers des factures falsifiées et des commissions exagérées. J'ai également une vidéo enregistrée de lui, confessant une fraude et une conspiration de fraude matrimoniale, ce qui démontre son caractère et sa volonté de s'engager dans des pratiques systématiquement trompeuses. J'ai joint les photos de ces documents que j'avais enregistrés il y a plusieurs mois, ainsi que la vidéo que je venais tout juste de capturer. De plus, John vient d'avouer une liaison de 18 mois avec ma fiancée, au cours de laquelle il prévoyait de me frauder financièrement après notre mariage aujourd'hui. Cela démontre un schéma clair de tromperie préméditée et de vol,
visant des personnes qui lui font confiance. Vu son accès aux comptes clients et au paiement de commissions, je pense qu'un audit immédiat de ses comptes de vente est justifié. J'ai inclus des détails précis sur les factures suspectes que j'avais vues, la chronologie de ses dépenses exagérées et les montants qu'il jetait récemment sans rapport avec son revenu légitime. J'ai cliqué sur envoyer à 6 heures du matin. Félicitations à vous deux, vous méritez bien l'un l'autre. John, tu devrais peut-être consulter ta boîte mail plus tard dans la journée. Oh, et Riley, le mariage est annulé. J'espère que ça en valait la peine. Riley s'est mise à hurler que je réagissais de manière excessive et que je détruisais des vies pour une simple erreur. Une simple erreur ? 18 mois de planification, une fraude matrimoniale, c'est une simple erreur ? Jake, mon amour, s'il te plaît, on peut surmonter ça. J'ai pris une décision terrible, mais on peut aller de l'avant. Ne détruis pas tout pour une nuit. John avait juste l'air perdu, probablement en train de se demander ce que je voulais dire par consulter ses mails. Puis son téléphone a vibré avec un message de son patron. John, besoin de te voir dans mon bureau dès lundi matin. Sujet important à discuter. L'expression de confusion sur son visage était inestimable. Qu'est-ce que tu as fait, bordel ? J'ai signalé un détournement de fonds présumé à ton employeur. Ils vont effectuer un audit complet de tes comptes à partir de lundi. La couleur a disparu de son visage. Espèce de taré, ces documents étaient confidentiels, tu ne peux pas juste. Je peux. Et je l'ai fait. Bonne chance pour expliquer d'où vient l'argent que tu as dépensé récemment. Je suis sorti de cette chambre pendant qu'ils hurlaient l'un sur l'autre et sur moi. J'ai d'abord appelé mes parents, puis ceux de Riley, pour leur dire que le mariage était annulé à cause d'une infidélité découverte ce matin. Le chaos qui a suivi a été immédiat. 200 invités à prévenir, des prestataires à annuler, des acomptes à perdre. Mais, assis dans mon pick-up sur le parking de l'hôtel, regardant mon téléphone exploser sous les messages de proches confus, je me sentais plus calme que depuis des mois. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de penser clairement. Vers 9 heures, mon téléphone a sonné. David Patterson. Jake, j'ai bien reçu ton email ce matin. Ce sont des accusations extrêmement sérieuses. Je convoque John immédiatement pour une réunion d'urgence. Si ce que tu me dis est vrai, tu viens peut-être de sauver mon entreprise d'un énorme préjudice financier. La journée de John était sur le point de devenir infiniment pire. Les 72 heures suivantes ont ressemblé à la démolition parfaitement orchestrée d'un bâtiment au ralenti. Patterson a appelé John à 10 heures et lui a ordonné de se présenter au bureau immédiatement. John était apparemment encore à l'hôtel, probablement en train d'essayer de digérer ce qui venait de se passer, au moment où toute sa carrière professionnelle s'effondrait. J'ai passé mon samedi à appeler les prestataires et à essayer de limiter les dégâts financiers. Le lieu a été étonnamment compréhensif, ils ont remboursé tout sauf un acompte de $2000, vu que c'était une annulation le jour même pour circonstances indépendantes de la volonté de quiconque. Le directeur général s'est même montré compatissant quand j'ai brièvement expliqué la situation. Le traiteur, en revanche, a été une vraie garce. Elle a exigé de garder $14 000 pour les services contractés, même si les plats n'avaient pas encore été préparés. Ses mots exacts ont été « Votre drame personnel ne constitue pas un motif valable d'annulation de contrat. » J'ai dû engager un avocat pour récupérer la moitié de cette somme. Le photographe a été cool et n'a conservé que les $500 de réservation. Les fleurs étaient une perte totale, $4000 partis en fumée puisqu'elles avaient déjà été arrangées et livrées à l'église. La wedding planée a gardé l'intégralité de ses honoraires, parce que, apparemment, la mauvaise conduite des clients n'était pas couverte par sa politique d'annulation. Au total, j'ai perdu environ $28 000 en acomptes non remboursables et en frais d'annulation. C'était douloureux à crever, mais honnêtement, ça m'a paru une bonne affaire par rapport à une vie de mariage avec une croqueuse de diamants sociopathe qui avait planifié de me dépouiller. Pendant que je gérais les dégâts du mariage, Patterson menait sa propre enquête. Il m'a appelé vers 15 heures samedi avec une mise à jour. Jake, je voulais te remercier personnellement. Nous avons trouvé d'énormes irrégularités dans les comptes de John. Il a été suspendu immédiatement et nous faisons venir des experts comptables judiciaires pour un audit complet. Il s'est avéré qu'une fois que nous savions ce qu'il fallait chercher, la fraude était partout. John créait de fausses commandes clients pour des matériaux qui n'étaient jamais livrés, il gonflait les coûts réels des matériaux et empochait la différence, et il soumettait de fausses déclarations de commission pour des ventes qui n'avaient soit jamais eu lieu, soit étaient largement inférieures à ce qu'il rapportait. Nos premières estimations suggèrent qu'il a volé au moins $110 000 au cours des 2 dernières années.
Patterson m'a dit que mon signalement avait probablement permis d'éviter des pertes atteignant les 6 chiffres élevés. Nous déposons une plainte pénale lundi matin. L'ampleur était incroyable. John avait mis en place des sociétés écrans pour facturer à Patterson des services de conseil fictifs. Il siphonnait des comptes clients en ajoutant de fausses lignes sur les factures. Il soumettait même des notes de frais pour des voyages d'affaires qu'il n'avait jamais faits, et des repas avec des clients qu'il n'avait jamais rencontrés. Pendant ce temps, mon téléphone explosait de messages. Riley m'avait envoyé environ 60 textos, allant de « Bébé s'il te plaît appelle-moi » à « Tu détruis des gens innocents » en passant par « John a dit que tu l'as piégé avec de fausses preuves ». Ces messages devenaient de plus en plus désespérés et en colère. « Jake, je sais que tu es blessé, mais c'est de la folie. Tu ruines plusieurs vies pour une seule erreur. John a dit que ces documents étaient faux et que tu les avais fabriqués. Je n'ai jamais voulu que tout cela arrive. S'il te plaît, parle-moi 5 minutes. Tu es cruel et vindicatif. Je t'aime, pas lui. C'était juste physique. Tu détruis ma famille pour rien. Sa sœur Brooke m'a appelé en pleurs, me suppliant de penser à l'avenir de Riley et de ne pas ruiner sa vie pour un moment de faiblesse. Un moment de faiblesse? Ta sœur a planifié une fraude matrimoniale pendant 18 mois tout en baisant mon meilleur ami. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est un comportement prédateur, froidement calculé. John m'a envoyé 3 messages qui montraient son vrai visage. Sale serpent. Ces documents sont faux et tu le sais. Tu vas le regretter, je te le promets. Je vais te détruire pour ça, espèce de taré. La dissonance cognitive était incroyable. Dans leur esprit, j'étais le méchant pour avoir révélé leur crime. Ils croyaient sincèrement être les victimes ici. Dimanche soir, John a été arrêté à son appartement pour détournement de fonds et fraude. Même les infos locales ont repris l'affaire, puisque Patterson Industrial est un employeur majeur dans notre région, avec probablement plus de 400 employés. Un cadre commercial local arrêté pour détournement de fonds, tel était le titre. Le nom de Riley n'a pas été mentionné, mais tout le monde dans notre cercle social savait exactement ce qui s'était passé. J'ai dormi mieux cette nuit-là que je ne l'avais fait depuis des semaines. La justice était enfin rendue. La deuxième semaine, c'est là que la famille de John et Riley est passée en mode victime totale et a commencé à réécrire l'histoire pour se faire passer pour des âmes innocentes. Les résultats de l'audit judiciaire étaient dévastateurs. John n'avait pas seulement détourné des fonds, il avait créé tout un système parallèle de faux fournisseurs, de factures gonflées et de ventes fictives. Les experts ont trouvé des preuves remontant à presque 3 ans. Le total volé s'élevait à 143 000 $ sur 28 mois. Il a été officiellement inculpé de vol qualifié au premier degré, de fraude électronique et de manquement à ses obligations fiduciaires. Le procureur demandait la peine maximale, soit de 4 à 6 ans de prison d'État en cas de condamnation. C'est à ce moment que la campagne, pauvre John, a commencé pour de bon. Sa mère a appelé la mienne à 7 heures du matin mardi, en sanglots, en disant que John subissait des pressions financières et avait pris des décisions désespérées, mais qu'il ne méritait pas que sa vie soit ruinée. Elle prétendait qu'il était victime de mauvaises influences et qu'il n'était qu'un garçon ayant commis des erreurs. Ma mère, que Dieu la bénisse, a dit à Madame Rivera que John avait 34 ans, pas un garçon, et qu'il avait détruit sa propre vie. Elle a également rappelé que John avait trahi notre famille, après avoir été traité comme un fils pendant plus de 10 ans. Le père de John est même venu sur mon chantier mercredi matin pour exiger de me parler. La sécurité a dû le raccompagner hors du site après qu'il a commencé à hurler que j'étais vindicatif et que j'avais détruit un homme bien par jalousie. Il hurlait que j'avais fabriqué des preuves et manipulé la situation. Mon chef de chantier m'a demandé si je voulais porter plainte pour intrusion, mais j'ai estimé que le type était juste désespéré à l'idée que son fils risquait la prison. Mais le vrai spectacle, c'était Riley. Cette fille est passée en mode victime totale, construisant un récit où elle était la vraie victime dans tout ça, manipulée par John et trahie par ma réaction excessive et vindicative. Elle a commencé à apparaître partout où j'allais. La salle de sport, mon café habituel, le supermarché près de chez moi, même la station-service que j'utilise toujours. Toujours avec le même discours, elle avait fait une erreur, mais ne méritait pas que sa vie soit ruinée. Premier incident, elle m'a coincé chez Planet Fitness, portant un legging et une brassière de sport, jouant la vulnérable. Elle m'attendait clairement, parce qu'elle était sur un tapis roulant face à l'entrée quand je suis arrivé. Jake, mon amour, s'il te plaît, on peut juste parler 5 minutes. Je sais que j'ai merdé mais là, ça devient incontrôlable. John a profité de moi quand j'étais perdu à cause du stress du mariage.
Tu sais que je ne suis pas le genre de personne à planifier ce genre de choses. Je l'ai regardé et j'ai dit, Riley, tu as planifié de me voler par fraude matrimoniale pendant 18 mois. Il n'y a rien à discuter. Son visage est passé d'un faux sourire doux à une rage pure en environ 2 secondes. Espèce de psychopathe. Je t'ai donné les plus belles années de ma vie. Je t'ai fait sentir comme un vrai homme. Et c'est comme ça que tu me remercies? En détruisant des innocents? Toute la salle de sport nous regardait. Elle a quitté les lieux en furie, en criant que je détruisais des innocents et que je ruinais des vies par jalousie. Deuxième incident. Elle s'est pointée chez moi jeudi soir avec sa mère et sa sœur comme renfort. Elles sont restées sur mon perron pendant 30 minutes à parler de pardon, de valeurs chrétiennes et du fait que tout le monde fait des erreurs. Je les observais depuis la fenêtre de ma cuisine pendant qu'elles faisaient leur petit spectacle pour les voisins. Riley faisait des pleurs dramatiques, sa mère faisait de grands gestes, et sa sœur prenait des photos, probablement pour récolter de la sympathie sur les réseaux sociaux. Riley disait des choses comme « Je sais qu'il est là-dedans, il est juste têtu et orgueilleux, c'est ce qui arrive quand les hommes laissent leur ego les contrôler. » Sa mère répétait « Por favor, mi hija a fait une erreur, mais elle t'aime. » Je n'ai jamais ouvert la porte. Finalement, elles sont parties, mais pas avant que Riley hurle « Tu ne peux pas te cacher éternellement, Jake, je sais que tu m'aimes encore. » Troisième incident, le plus pathétique. Elle a attendu sur le parking après la réunion mensuelle de sécurité de ma boîte, vêtue d'une robe moulante et de talons, comme si elle comptait me séduire à nouveau. Jake, je sais que tu m'aimes toujours. On peut surmonter ça. Je te choisis, ça doit bien compter pour quelque chose. On peut traverser cette épreuve ensemble et en sortir plus fort. Je lui ai dit que me choisir aurait signifié ne pas baiser mon meilleur ami pendant 18 mois tout en planifiant de me voler. Sa réponse, c'est du passé, tu es cruel et vindicatif. John m'a manipulé pour que je fasse tout ça. J'étais jeune et stupide, et il a profité de ma confusion. Le niveau de culot était hallucinant. Cette femme avait planifié méthodiquement de détruire ma vie, et elle pensait que je devais être reconnaissant qu'elle veuille arranger les choses. Puis est venue la campagne sur les réseaux sociaux. Riley a posté une longue story dramatique sur Instagram à propos de survivre à la trahison des gens en qui on a le plus confiance, et de trouver de la force après avoir vu sa foi et son amour détruits. Elle se présentait comme la victime de ma trahison, comme si c'était moi qui avais fait quelque chose de mal. Ses amis commentaient des conneries du style « Tu mérites tellement mieux, reine, sa perte à lui, et les hommes sont des ordures quand leur ego est blessé. » Tout en postant des photos d'elle l'air courageuse et meurtrie. Mais les commentaires étaient hilarants. Les gens la dénonçaient de partout parce que tout le monde savait ce qui s'était vraiment passé. Des commentaires comme « C'est pas toi qui trompais ton mec ?» Ou encore « T'avais pas prévu de lui voler son argent ?» Ou encore « Essaie peut-être de pas tromper ton fiancé le jour de ton mariage. » Mais Riley supprimait juste les commentaires négatifs et gardait les messages de soutien, créant une bulle où elle était la victime. La dissonance cognitive était incroyable. Dans leur monde, ils étaient les victimes, et j'étais le méchant cruel qui avait surréagi à une simple erreur. Mais je n'en avais pas fini avec eux. Loin de là. Environ 6 semaines après l'arrestation de John, j'ai commencé à réfléchir plus sérieusement au style de vie de Riley et à ses habitudes de dépenses durant l'année et demie écoulée. Cette fille gagnait 38 000 $ par an comme assistante marketing, mais elle vivait comme si elle en gagnait 80 000. Vêtements de marque, dîners luxueux, week-end de voyage, manucure professionnelle toutes les 2 semaines, soins au spa chaque mois, une voiture neuve qu'elle avait obtenue on ne sait comment malgré ses revenus. Même avec moi qui couvrais la majorité de nos dépenses communes, les chiffres ne collaient pas. J'ai commencé à repenser à toutes ces fois où John insistait pour payer des trucs chers. La suite à Atlantic City pour l'enterrement de vie de garçon, 12 000 $ pour le week-end. Les dîners où il prenait l'addition pour tout le monde, parfois 6 à 800 $ pour une table de 8. Ce bracelet Cartier qu'il avait offert à Riley pour son anniversaire, qui devait coûter au moins 4 000 $. Le week-end à Napa qu'il lui avait offert comme cadeau d'anniversaire pendant que je bossais sur un gros chantier. D'où un représentant commercial tirait-il assez d'argent pour ce genre de dépenses? Même un très bon vendeur n'a pas 20 000 $ à claquer en cadeaux et loisirs. J'ai appelé le détective Barnes, qui s'occupait de l'affaire de détournement de fonds de John, et je lui ai fait part de mes soupçons. Vous pensez que votre ex-fiancée profitait sciemment de l'argent volé, m'a-t-il demandé. Je pense qu'elle savait que John dépensait bien au-delà de ce que son revenu légitime permettait, et qu'elle ne posait pas de questions parce qu'elle profitait des avantages. Regardez la chronologie. Ces dépenses ont explosé exactement au moment où leur liaison a commencé.
Barnes était très intéressé. Ils ont examiné les relevés financiers de John et les publications de Riley sur les réseaux sociaux, en croisant les dates et les achats. Le schéma était accablant. Chaque fois que John effectuait une transaction frauduleuse importante, Riley postait à propos de nouveaux vêtements, de dîners chics ou de week-ends dans les jours suivants. Ils ont trouvé des reçus de bijoux, vêtements, soins au spa et expériences pour un total de plus de 12 000 $, tous payés avec de l'argent directement issu des vols de John. Selon la loi de l'État, profiter sciemment des produits d'un crime est un crime en soi, même si on n'a pas participé directement à l'infraction d'origine. Les messages de Riley avec John prouvaient qu'elle savait que c'était moi qui avais de l'argent légitime, ce qui suggérait fortement qu'elle comprenait que les dépenses de John étaient douteuses. Le procureur a adoré ça. Riley a été arrêté à son bureau un jeudi matin pour complot en vue de commettre une fraude et blanchiment d'argent. Je n'étais pas présent, mais mon pote Tony travaille dans le même immeuble et m'a envoyé une photo d'elle escortée menottée. L'expression de pur choc et de terreur sur son visage était absolument inestimable. Elle était passée de mannequin Instagram à criminel menotté en à peine 6 secondes. Sa caution a été fixée à 35 000 $. Ses parents, complètement fauchés, ne pouvaient pas la payer, et la famille de John était à sec à cause des frais juridiques, ayant déjà hypothéqué leur maison pour essayer de rembourser les sommes volées. Riley a passé 6 jours en prison du comté avant que sa sœur ne réussisse à réunir la somme, en contractant un prêt à intérêt élevé contre sa voiture. Le meilleur dans tout ça, son agence de marketing boutique l'a viré immédiatement. Apparemment, avoir une employée arrêtée pour crime financier ne fait pas très bon effet quand on veut attirer des petites entreprises qui vous confient leur argent. Maintenant, tous les deux faisaient face à de lourdes peines de prison et n'avaient plus aucune source de revenus. Et l'histoire devient encore meilleure. 8 mois plus tard, John a accepté un accord de plaidoyer pour éviter un procès. Les preuves contre lui étaient accablantes, dossiers financiers, aveux filmés, documents falsifiés, témoignages de collègues de Patterson, tout y était. Son avocat lui a dit qu'il serait écrasé au tribunal et qu'il risquait la peine maximale. Sentence finale, 4 ans de prison d'État, 5 ans de probation et remboursement complet des 143 000 $ à Patterson Industrial. Ses parents ont dû vendre leur maison et vider leurs économies de retraite pour payer les frais d'avocat et commencer à rembourser. L'affaire de Riley a pris plus de temps parce que son avocat n'arrêtait pas de tenter de négocier. Le procureur réclamait 18 mois de prison, plus le remboursement de tous les bijoux et expériences financés par de l'argent volé. C'est là que les vraies supplications ont commencé. Et honnêtement, c'est là que l'histoire devient vraiment satisfaisante pour quiconque a déjà été trahi par des gens en qui il avait confiance. La mère de John est venue chez moi un dimanche après-midi avec sa tante et sa sœur. Elles avaient manifestement planifié cette intervention pour me faire culpabiliser et m'inciter à aider d'une manière ou d'une autre. « Jake, s'il te plaît », a commencé Madame Rivera en pleurant dès que j'ai entrouvert la porte. John est juste un garçon qui a fait de terribles erreurs. Il a appris sa leçon. Y a-t-il quelque chose que tu puisses faire pour alléger sa peine? Peut-être parler à Monsieur Patterson pour réduire les paiements? John ne s'en remettra jamais. J'ai regardé ces 3 femmes sur mon perron et j'ai dit, Madame Rivera, John a 34 ans. Il a volé méthodiquement 143 000 $ tout en aidant ma fiancée à planifier une fraude matrimoniale. Ce n'est pas un garçon qui a fait des erreurs, c'est un criminel endurci qui s'est fait prendre. Sa sœur a enchaîné, mais vous étiez meilleurs amis, ça ne compte pas? Il parle de se suicider en prison. Tu pourrais lui sauver la vie en montrant un peu de clémence. Il aurait dû penser à notre amitié avant de décider de voler mon argent et de baiser ma fiancée pendant 18 mois. Sa tante a essayé l'argument religieux, Jake, le pardon est une vertu. Dieu veut qu'on pardonne à ceux qui nous ont fait du mal. John s'est repenti et a appris. Alors John peut demander pardon à Dieu. Je ne suis pas Dieu, et je ne suis pas une banque qu'on peut dépouiller sans conséquence. Elles sont parties en pleurant, disant à quel point j'étais devenu froid et sans cœur. Les tentatives de Riley pour obtenir mon aide étaient encore plus pathétiques. Elle a commencé à apparaître dans tous les lieux où elle savait que j'allais. Toujours avec une nouvelle approche pour essayer de me manipuler. Première tentative, elle a attendu 2 heures devant ma salle de sport pour me croiser, par hasard, en leggings et décolleté, jouant la carte de la vulnérabilité. Jake, je sais que tu me détestes, mais je risque vraiment la prison. J'étais stupide et naïve, mais je ne suis pas une criminelle. Tu sais que je ne suis pas faite pour la prison. Je lui ai répondu que toute personne qui planifie une fraude matrimoniale et un blanchiment d'argent pendant 18 mois est exactement le genre de personne qui doit aller en prison. Elle s'est mise à pleurer, j'étais jeune et stupide. John m'a manipulé. Je croyais l'aimer mais j'étais perdu.
Tu es le seul homme que j'ai vraiment aimé. Alors tu aurais dû y penser avant de passer 18 mois à planifier de me voler. 3 semaines avant le verdict de Riley, son père est venu à mon bureau avec une lettre écrite à la main. Il avait l'air d'avoir pris 10 ans, les cheveux gris, le visage creusé, complètement abattu. « Jake, je sais que tu as toutes les raisons de détester ma fille. Mais s'il te plaît, lis cette lettre. Elle a appris sa leçon. La prison va détruire toute chance qu'elle a d'avoir une vie normale. » J'ai lu la lettre. 4 pages de jérémiade pleines d'auto-apitoiement sur comment elle était jeune et influençable, manipulée par John, et comment la prison serait une punition disproportionnée pour quelqu'un qui était en réalité une victime des circonstances. Pas une seule vraie excuse, pas une seule reconnaissance de la douleur qu'elle m'avait causée, ni de l'argent que j'avais perdu. Juste des excuses, une mentalité de victime et des tentatives de manipulation. J'ai rendu la lettre et j'ai dit, « Monsieur Martinez, votre fille a planifié de me voler par mariage frauduleux tout en baisant mon meilleur ami dans mon dos pendant plus d'1 an. Elle va en prison parce que c'est une voleuse et une arnaqueuse, pas parce que c'est une victime. » Il s'est mis à pleurer, « C'est ma petite fille. La prison va la détruire. Elle aurait dû y penser avant de décider de détruire ma vie. Les actions ont des conséquences. Monsieur Martinez, votre fille a fait ses choix. Riley a écopé de 16 mois de prison d'État et 4 ans de probation. Elle a commencé à purger sa peine le mois dernier. D'après ce que j'ai entendu par des amis communs, elle supporte très mal l'incarcération. Apparemment, elle a passé sa première semaine à pleurer et à appeler ses parents en les suppliant de la sortir de là. Ils n'ont évidemment rien pu faire. Le juge avait déjà prononcé la sentence, et Riley devait purger chaque jour de ses 16 mois. Depuis, je n'ai plus entendu parler d'elle directement. Quelques connaissances communes me disent qu'elle passe son temps à se plaindre que personne ne l'aide, que son avocate ne la défend pas assez bien, et que tout cela est injuste. John, lui, purge toujours sa peine. Il a tenté de faire appel mais sans succès. Il est en prison d'État, sans libération conditionnelle avant au moins 2 ans. Ses parents ont déménagé, ont vendu leur maison, et vivent maintenant dans un appartement beaucoup plus petit. Leur vie aussi a été démolie par les choix de leur fils. Quant à moi, je me reconstruis lentement. Je suis resté célibataire un long moment, par choix. J'ai pris le temps de me concentrer sur moi-même, de guérir, de comprendre comment j'avais pu ignorer tant de signaux d'alerte, et comment je pouvais éviter ça à l'avenir. J'ai repris le sport sérieusement, je me suis remis à voyager, et j'ai réinvesti dans des choses qui me passionnent. J'ai même été promu à un poste senior dans mon entreprise grâce à la manière dont j'ai géré la crise et mes responsabilités malgré le chaos personnel. Financièrement, j'ai réussi à récupérer une partie des pertes grâce aux restitutions ordonnées par le tribunal. Ce n'est pas tout, mais c'est déjà ça. Et surtout, j'ai retrouvé quelque chose que j'avais perdu depuis longtemps, la paix. Cette paix intérieure qui vient quand on sait qu'on a fait ce qu'il fallait. Que malgré la douleur, malgré la trahison, on a tenu bon, on a agi avec intégrité, et on a fait face à l'injustice avec force et intelligence. Et si j'ai appris une chose de toute cette histoire, c'est que les masques finissent toujours par tomber. Les gens qui vous trahissent vous montrent toujours qui ils sont. Parfois il faut du temps, parfois il faut une crise, mais tôt ou tard, la vérité éclate. Et ce jour-là, il faut être prêt, non pas à se venger par la haine, mais à riposter avec calme, avec des faits, et avec la loi. Parce que la vraie victoire, ce n'est pas de les détruire. C'est de se reconstruire soi-même, plus fort, plus sage, et plus libre que jamais.